nous allons un peu bousculer l'ordre protocolaire. Et si vous le voulez bien, je vais présenter nos nouveaux agents afin qu'ils puissent éventuellement rentrer chez eux pour ceux qui le souhaiteraient. Et ensuite, je laisserai la parole à Madame Mazon-Signy, déléguée territoriale de la solidarité du conseil départemental, qui nous présentera la nouvelle organisation du département dans le cadre des services de la direction de la solidarité. Et ensuite, nous reprendrons le cours normal de notre conseil communautaire. Bien sûr, je salue notre public représente Mme Pfeiffer, nos amis internautes et l'ensemble des services et responsables de services présents. Donc, si vous voulez bien, je voulais vous présenter M. Lucas Caramano, apprenti au service informatique. M. Michael Siméon, agent d'entretien à la STEP de Quinqueur. Guillaume Barbiche, en remplacement CDD, agent de collecte des chauffeurs. Michael Autant, agent de déchetterie. Julien Ulrich, entretien espace vert. Et M. Jean-Claude Yaria, factotum, agent de maintenance polyvalent. Alors regardez-le, mais pas longtemps, parce que Michel Chibi vient de m'annoncer qu'il allait bientôt rejoindre la mairie de Catin. Et M. André Dominique au service VRD. Donc, il n'y a pas de dame ce soir. Donc, merci et bienvenue à la communauté de communes de Catin. Ceux d'entre vous qui veulent rentrer, vous pouvez le faire. En tous les cas, merci, mais ça permet aux élus communautaires de mettre aussi un visage sur des livres. Merci, bonne soirée. Au revoir. Donc, comme annoncé, je passe directement la parole à Madame Mazon-Signy. Bonsoir à tous, je vous remercie de m'accueillir ce soir pour vous présenter une nouvelle organisation territoriale au niveau du département concernant la solidarité. Alors pourquoi j'ai souhaité vous rencontrer? Tout simplement parce que le département est chef de file de l'action sociale depuis les lois de décentralisation et surtout on a une offre de service à vous proposer qui peut concerner tous les citoyens de vos communes. Et donc il faut que vous puissiez avoir un relais rapide et que vous sachiez en quoi on peut intervenir lorsque des personnes, des habitants de vos communes s'adressent à vous en cas de difficultés variées. Je vais essayer d'être claire et synthétique, donc n'hésitez surtout pas à m'interrompre si ce n'est pas le cas ou à poser des questions. On s'est réorganisé. On s'est réorganisé l'année dernière à la demande du président du département, Dayton, qui souhaitait évoluer le travail médico-social pour améliorer la prise en charge de nos élèves les plus en difficulté. Donc cette réorganisation s'est faite à compter de mai 2017 en suivant 4 grands principes importants. Tout d'abord, améliorer la qualité et la réactivité de l'accueil des usagers. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il y ait un guichet unique pour toutes les... Oui. Donc, ils souhaitent un guichet unique pour toutes les demandes et surtout qu'il y ait un délai rapide dans la prise de rendez-vous avec des travailleurs sociaux. Le deuxième grand principe, c'est de mettre l'accent sur la prévention pour éviter une dégradation des situations, car on sait qu'elles sont très coûteuses socialement et financièrement. Le troisième grand principe, c'est un accompagnement global et pluridisciplinaire, parce que les situations des usagers sont de plus en plus complexes et toujours multifactorielles. Et surtout aussi, l'important est de considérer l'usager dans son environnement et dans son territoire, c'est-à-dire que les services sociaux, et notamment par mon intermédiaire, doivent impérativement être au plus près et au plus proche des usagers, mais aussi des associations locales, des partenaires locaux et surtout des élus. Voilà, donc ces grands principes ont amené à
réorganisé le département et l'action sociale. Donc aujourd'hui, on est organisé en 5 grands territoires. Ici, donc, on fait partie du territoire de Thionville. Alors schématiquement, pour caricaturer, le territoire de Thionville couvre 6 EPCI et va de Bouzonville à Audin-Tiche. C'est un grand territoire donc, qui s'est organisé autour aussi de certains principes. Donc déjà, une homogénéité des organisations et des périmètres d'intervention. Avant, les services n'avaient pas du tout les mêmes périmètres, donc c'était très compliqué d'être réactif et de répondre aux usagers dans les meilleurs délais. Il fallait aussi assurer la présence dans les territoires de toutes les lignes métiers du département, c'est-à-dire qu'il y avait des compétences, par exemple, notamment la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, font que des CAMES. Aujourd'hui, ces compétences sont présentes sur les 5 territoires. La mise en place d'équipes pluridisciplinaires sur un même site, c'est-à-dire tous les services présents dans des sites conséquents pour répondre de façon rapide aux usagers et pas leur dire « Ah non, non, c'est pas là, c'est à Metz, non, non, c'est pas là, c'est à Tervis. » Voilà, c'est l'idée globale. L'idée aussi était de renforcer la densité des équipes pour assurer une pluridisciplinarité. Comme je vous le disais tout à l'heure, les situations des usagers sont de plus en plus complexes, donc il faut qu'on ait toutes les ressources nécessaires au local pour y répondre correctement. Et puis l'idée aussi c'était d'optimiser les implantations tout en maintenant une présence de proximité. Concrètement sur le territoire il y avait 16 centres Moselle Solidarité. Vous avez sûrement entendu parler de l'ancienne dénomination qui était centre médico-social. Aujourd'hui c'est Centre Moselle Solidarité. Cette année on est passé de 16 à 6. Alors ça ne veut pas dire qu'on s'éloigne des usagers parce que concrètement on a des sites beaucoup plus denses avec des équipes plus étoffées et une meilleure couverture en termes de compétences. Néanmoins, on est très attentif à couvrir tout le territoire et à l'adapter par rapport aux besoins des usagers. C'est-à-dire qu'on fait des permanences décentralisées par des métiers très différents et que chaque année, on réévalue les besoins de la population en lien normalement avec les partenaires et les communes qui peuvent nous interpeller sur des besoins particuliers. Et on revoit et la fréquence et les lieux de nos permanences. Alors ça, c'est le grand organigramme de la direction de la solidarité. Ça n'a pas forcément d'intérêt que je vous le présente aujourd'hui. Je voudrais plutôt m'attarder 5 minutes sur les principes d'organisation d'un territoire de la solidarité aujourd'hui, pour que vous compreniez quelles sont les compétences à disposition de vos citoyens et qui il faut solliciter en cas de besoin. Donc mon rôle à moi, c'est d'être délégué territorial, c'est-à-dire que je dois piloter la mise en œuvre de toutes les politiques de solidarité sur le territoire et surtout je dois être le relais de tous les partenaires, qu'ils soient associatifs ou institutionnels. Donc vous avez, je vous la montrerai après, une feuille devant vous avec les coordonnées utiles. N'hésitez surtout pas en cas de besoin ou en cas d'interrogation à m'appeler à la délégation territoriale. Je suis à votre écoute pour tout type de besoin, d'ailleurs à tout type de demande. Alors, je gère donc toutes les politiques de solidarité sur le territoire de Thionville, en sachant qu'on a des services spécialisés qui ont des compétences spécifiques. Le premier, c'est le pôle service social polyvalent avec des assistantes sociales et des secrétaires qui sont là pour accompagner tous les usagers dans toutes leurs difficultés quotidiennes. Moi, je les compare souvent à des généralistes. On compare avec le médical où c'est vraiment une compétence très généraliste de faire un diagnostic des difficultés, d'accompagner et éventuellement de faire appel aux autres pôles que vous voyez à côté. C'est-à-dire, on appelle ça des pôles de ressources spécialisées. Alors vous avez pôle protection maternelle et infantile, santé publique, où vous avez présence de médecins, de sages-femmes, de puéricultrices, d'éducatrices de jeunes enfants, qui elles, je dis elles parce que c'est souvent des femmes, sont particulièrement compétentes sur l'accompagnement des femmes enceintes et des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Vous avez ensuite le pôle action sociale préventive enfance et adultes. Donc là, c'est un pôle qui, effectivement, a un axe fort de prévention auprès des familles et qui est chargé de proposer des actions très spécifiques en fonction des difficultés rencontrées. Je vous donne un exemple, c'est par exemple un éducateur qui va aller à domicile faire de l'accompagnement et du soutien à la parentalité. Et surtout, c'est ce pôle qui évalue les informations préoccupantes. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est quand des enfants sont en danger ou en risque de danger. Il y a des informations préoccupantes qui parviennent parfois aux mairies. Il y a des mairies qui nous appellent en nous disant qu'est-ce qu'on fait de ça, voilà. Ou est-ce qu'on doit écrire au procureur. En tout cas, c'est ce pôle-là qui est vraiment en conseil et qui va aller évaluer au domicile des familles si les enfants sont en danger ou pas et proposer une aide. Donc il faut aussi arrêter un petit peu avec le vieux cliché, c'est on va
pas à domicile, on enlève les enfants, c'est pas du tout ça. On évalue la situation et on propose des moyens d'aide adaptés aux difficultés. Vous avez ensuite le pôle protection de l'enfance. Alors là, c'est l'accompagnement de tous les enfants qui sont donc placés, c'est-à-dire confiés au président du département par décision judiciaire. Hein. Ça peut être le procureur qui place en urgence, on appelle ça une OPP, une ordonnance de placement provisoire, ou des juges des enfants qui décident de placer des enfants pour les mettre à l'abri. Vous avez ensuite le pôle RSA et insertion. Donc c'est un pôle qui est chargé de piloter toutes les politiques d'insertion à la fois sociale et professionnelle du département, en sachant que le président du département, Patrick Belton, a souhaité que l'insertion professionnelle soit une des grandes priorités cette année, l'insertion professionnelle des ministères du RSA. Voilà. Et le dernier pôle qui intéresse aussi beaucoup les mairies, vous avez dû souvent rencontrer des difficultés de ce type, c'est le pôle autonomie. Le pôle autonomie qui est chargé d'accompagner les personnes en perte d'autonomie, que ce soit du fait de leur âge ou du fait d'un handicap. Donc du fait de l'âge, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des situations comme ça, mais nous on est souvent interpellés par des mairies parce qu'il y a des personnes âgées qui sortent par exemple le vendredi soir de l'hôpital, qui sont seules, isolées, qui n'ont aucun relais, et il faut pouvoir les accompagner pour mettre en place un accompagnement à domicile et favoriser le maintien de domicile. Et c'est aussi, donc là, on a de nouvelles compétences comme le référent de la maison départementale des personnes handicapées qui permet de ne plus dire aux gens non, allez à Metz, là, on les accompagne, on fait les dossiers avec eux, demande d'allocation handicapée, de prestation de compensation du handicap, et voilà, toute intervention en lien avec le handicap et la perte d'autonomie du VNH. Voilà, je vous montre donc la carte du territoire. En bleu, les ronds bleus, ce sont les centres Moselle Solidarité fixes, on les appelle permanents, avec des équipes très importantes, pluridisciplinaires. Et de ces lieux, vous avez les petits triangles verts qui sont les lieux de permanence actuels sur le territoire, en sachant que ça évolue chaque année en fonction des besoins de la population. Il y a juste Bouzonville qui est un peu atypique sur notre territoire, puisqu'il était tellement éloigné des grands centres qu'on ne les a pas intégrés dans un grand centre, parce que la population n'aurait de toute façon jamais pu se déplacer, et ça aurait été systématiquement compliqué pour les professionnels d'aller jusqu'à Bouzonville proposer un service de qualité. Donc ça c'est, ensuite vous avez la feuille que vous avez devant vous, avec donc les coordonnées téléphoniques à la délégation territoriale. Moi je me trouve à la maison du département à Lutz. Vous avez les centres Moselle Solidarité du territoire permanent, donc Famec, Hayange, Ucange, Bouzonville, Thionville et Lutz. Et vous avez les adresses mail de tous les pôles que vous pouvez utiliser si des usagers vous sollicitent, en tout cas pour les orienter. Voilà. Moi j'ai une autre question. Oui. Vous savez que la communauté de communes de Cattenom est en train de réfléchir à la mise en œuvre des MSAP. Est-ce que demain, certaines de ces permanentes vont se faire dans le cadre de la MSAP? Ah oui, je pense que ça c'est tout à fait. On en a déjà discuté avec les gens en charge de l'affaire sociale, mais effectivement, nous on peut complètement s'inclure dans ce projet, et les partenaires, en tout cas à vos côtés, pour mener cette action. D'ailleurs, on s'est engagé à travailler ensemble avec une première réunion déjà du mois de janvier. Mes chers collègues, est-ce que quelqu'un d'entre vous a des questions? Est-ce qu'on aura le PowerPoint? Alors, ce n'est pas un PowerPoint qu'on communique, mais je peux vous donner un document à diffuser ensuite. D'accord, au moins avec peut-être les adresses pour au moins donner les numéros de téléphone. Il est sur toutes les tables. D'accord. Voilà, j'ai proposé un document sur toutes les tables. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Non? Écoutez, Madame Montigny, merci beaucoup. Merci à vous de votre accueil. Alors, je sais que vous connaissez bien le territoire, dans tous les cas, permettez-moi de vous offrir au nom de mes collègues ce petit livre de la communauté de communes avec nos 20 communes en photo et avec la discours. Parfait. Merci à vous. Mes chers collègues, alors pourquoi j'ai dit en préambule que je bougeais l'ordre protocolaire? Parce que permettez-moi de vous associer au fait de rendre hommage à notre ancien collègue André Blanchard,
qui est décédé le 17 octobre à l'âge de 84 ans. Il a été conseiller communautaire et maire de Mont-Nord de 1995 à 2014. Donc si vous voulez bien, en sa mémoire, nous pouvons peut-être marquer une minute de silence. Je vous remercie. Permettez-moi de vous donner quelques informations. Madame Descarpentry, conseillère communautaire représentant la commune de Étanges-Grande, a démissionné. Son remplacement sera officialisé demain par un conseil municipal à Étanges-Grande et donc son ou sa successeur sera connu. Je vous rappelle que samedi matin, il y a une double inauguration, tout d'abord de la STEP de Étanges 2, ainsi que de la filière bois. Le rendez-vous est à 11h à la STEP, en présence de monsieur le sous-préfet et de madame Rachel Zérovnik, représentant le président du département. Ensuite, nous nous rendrons au CTE, où nous inaugurerons notre filière bois. Et ensuite, après une rapide, je l'espère, prise de parole, nous pourrons partager le verre de l'amitié. Je voudrais revenir sur une réunion qui s'est tenue du SCOT, sur le séminaire qui s'est tenu la semaine dernière. Nous étions à peu près 6 communes de la communauté de communes, entre 6 et 7 communes de la communauté de communes qui étaient représentées. Alors, je voudrais revenir sur un ensemble de questions, notamment sur la question de la consommation des espaces. Certaines communes m'ont interpellé sur ce point et je vais vous expliquer la problématique. Le SCOT, le nouveau SCOT de la région lilloise, qui est actuellement en révision, et il est en révision de par l'arrivée de Bouzonville aussi. Vous savez, il y a eu la fusion entre Sierre et Bouzonville, donc forcément au périmètre du SCOT actuel a été rajouté le périmètre de l'ex-communauté de communes de Bouzonville, et il a fallu faire une révision au niveau du SCOT. Le but de ce SCOT est d'être voté avant que la région ne vote le STRADET. Pourquoi? Parce que le SCOT sera dans l'obligation de se mettre en compatibilité avec le STRADET dans les 2 ans qui auront suivi la date de la délibération du STRADET. Donc aujourd'hui, le STRADET est prévu d'être voté en décembre 2019. Ce qui veut dire que le SCOT, le nouveau SCOT, sera voté avant décembre 2019. Ce qui laissera éventuellement 2 ans avant que l'obligation de mise en compatibilité s'impose. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que lors de ces réunions avec les élus présents, on a posé la question de savoir à quel moment la consommation de terrain serait prise en compte. Est-ce qu'elle serait prise sur l'ancien SCOT, celui qui est actuellement,
ou est-ce qu'elle serait prise sur le nous? Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse officielle. Et donc, pour répondre aux communes qui écrivent leur plus aujourd'hui, moi je ne peux pas, si je ne veux pas trahir à la fois la communauté de communes et les élus communaux et les élus communautaires de 2020, aujourd'hui, je ne peux pas garantir à des communes des surfaces si on n'est pas sûr que les travaux et les permis de lotir soient faits avant le vote du nouveau SCOT. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Je vais prendre Joseph. Ils ont un projet, un plan. Il a besoin, je dis n'importe quoi, il a besoin de 7 hectares. La commune de Puclan pouvait en avoir que 5. Donc, il a fait, comme d'autres communes, une demande pour avoir ces 2 hectares supplémentaires. Si il me garantit que les travaux démarrent avant septembre 2019, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on est loin d'avoir tout consommé. Par contre, si ce n'est pas le cas, ça voudrait dire que nous nous prononcerions sur le SCOT qui serait en place au 1er janvier 2020, avec beaucoup, ou pas beaucoup, mais des renouvellements d'équipes municipales à gauche ou à droite, des renouvellements d'élus communautaires, et ça voudrait dire que nous, on s'engagerait aujourd'hui sur une politique de consommation des terrains qu'un nouveau conseil communautaire devrait décider. Et donc ça, moi, je ne peux pas m'engager. Et je ne pense pas, vous non plus. Donc tous ceux qui sont sûrs que leur projet démarrerait avant septembre 2019, on peut jouer sur l'histoire de la consommation de surface actuelle. Ça va poser un problème encore plus important sur Évrange et sur Basse-Saint-Jean. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils pourront tenir le timing par rapport au projet d'école. Donc leur dire, on va nous engager pour le conseil communautaire suivant, ça me semble juste pas normal et pas logique. Est-ce que j'ai été suffisamment clair sur ce point? Je voulais également évoquer avec vous, on avait déjà échangé comme ça, il y avait des bruits qui couraient. Aujourd'hui, on est déjà un peu plus dans le concret. Le gouvernement est en train de sortir une loi mobilité. Donc, cette loi mobilité, aujourd'hui, est déjà accessible à la lecture. Elle n'est pas votée. Mais elle donnerait la compétence aux communautés de communes. Et c'est les communautés de communes qui percevraient, je ne sais pas si c'est le bon nom, la redevance ou la taxe, voilà, le versement de transport que payent les entreprises. Et à titre d'information, le versement de transport de la centrale nucléaire est de l'ordre de 2 millions d'euros, qui aujourd'hui va en intégralité au SMIC. Ça voudrait dire que demain, si cette loi passe, si les élus communautaires auront la compétence qu'on n'a pas aujourd'hui, et auront les moyens pour pouvoir mettre en place les politiques qu'ils souhaiteront en matière de mobilité. Le seul problème que ça pourrait occasionner, c'est que le SMITU aurait une perte de rentrée d'argent, vu que ce n'est plus eux qui auraient les 2 millions. Voilà. Donc là, aujourd'hui, la loi n'est pas passée. Je ne sais pas ce qui sera ou qui ne sera pas retenu dans le cadre de cette loi. En tous les cas, voilà, je crois que c'est une affaire qu'il faut suivre avec attention. La mobilité, c'est un sujet
qu'on a beaucoup évoquées. Il est vrai aujourd'hui qu'on n'a pas ni la compétence, ni aujourd'hui des moyens fléchés sur cette thématique. Si demain cette loi passe, à la fois nous aurons la compétence, et deux, nous aurons des moyens fléchés pour pouvoir mettre en place un système de transport. Je voulais également vous informer que suite à notre discussion de la dernière fois, et après avoir échangé avec Michel Erga est en train de regarder et de travailler avec le service informatique pour pouvoir revenir sur les explications des JVS Cloud et des horizons village avec les avantages et les inconvénients de chacun des systèmes. Dès qu'il aura avancé sur le dossier, on organisera une réunion sur cette thématique précise où il prendra la parole en préambule d'une de nos réunions. Voilà. Dans tous les cas, Michel va apporter et faire avancer ce dossier. Je ne pouvais pas terminer sans évoquer ce qui se passe au niveau national. Aujourd'hui, on est quand même confronté à ce que Jacques Chirac, à l'époque, avait fait de son thème de campagne, à l'expression aujourd'hui de la fracture sociale qui a été longuement ignorée. Vous allez me dire, c'est vrai, mais c'est vrai que chez nous, avec plus de 70% de travailleurs transfrontaliers, d'essence à côté, et un pays qui vient d'annoncer une augmentation de 100 € sur le salaire net, d'un jour de congé supplémentaire, d'un jour férié supplémentaire, on n'est peut-être pas tout à fait dans le même monde que celui que l'on voit dans nos actualités. Et moi, je voulais vous le redire parce que je pense qu'on se trompe, mes chers collègues. On se trompe parce que justement, par rapport à ces 70% de travailleurs transfrontaliers, ça veut dire qu'il y en a encore entre 25 et 30% qui ne travaillent pas. Que lorsqu'on regarde le prix des loyers sur notre territoire, que lorsqu'on regarde l'ensemble des politiques qui sont mises en place à certains endroits où beaucoup de choses augmentent, il est de notre ressort d'élus locaux, de réfléchir et de penser et d'imaginer des solutions aussi pour nos concitoyens qui travaillent en France. Et à l'heure où quelques-uns d'entre vous réfléchissent au plus, je pense que ce n'est pas, et je peux en témoigner parce qu'on est une petite commune aussi à Dougal, mais je pense que d'avoir des réflexions de logements dits sociaux dans nos villages peuvent permettre à un certain nombre de nos familles, de nos communes, de pouvoir accéder et à rester dans nos communes à des loyers qui sont sûrement bien plus abordables que les loyers qui sont notre quotidien. Et donc c'est pour ça, parce que l'expression de beaucoup de nos concitoyens, c'est quand même le résultat d'un certain nombre d'années et de gouvernements différents qui en a laissé de plus en plus dans la précarité et dont certains aujourd'hui, et c'est à mon sens ce qui a fait aussi la bascule, aujourd'hui vous avez des gens qui travaillent et qui n'arrivent plus à s'en sortir. Et donc on doit y penser au moment où on fait nos plans locaux d'urbanisation de nos communes, on doit peut-être laisser une place à des logements sociaux et à travailler à ces politiques. Et bien sûr, on ne peut pas parler de ça sans parler des faux gilets jaunes, de ces casseurs qui n'ont ni respect de la démocratie, ni respect de l'institution,
qui sont là uniquement pour attaquer les forces de l'ordre. Et donc, ça, fermement, nous devons le condamner. Et nous devons, comme nous le pourrons, réitérer notre soutien à nos gendarmes, à nos policiers et à nos policiers. Je crois qu'aujourd'hui, le travail qu'ils font, il est incroyable. Et donc, on est un pays de démocratie, on est le pays d'où est partie la Révolution française en 1789. C'est bien, c'est une institution, c'est une habitude que la France soit un peu le meneur en Europe de ces réflexions-là, de ces courants de pensée. Aujourd'hui, les attentes et les demandes des Gilets jaunes, à mon sens, on doit les écouter, le gouvernement doit réagir et des choses doivent se passer. Par contre, unanimement, on devra toujours condamner tous les petits cons qui détruisent tous les équipements publics et les investissements d'autres personnes. Voilà, mes chers collègues, un peu ce que je voulais vous dire, sans vouloir être trop lent en préambule. Je voulais vous informer qu'un point a été rajouté sur la table concernant un soutien à l'IUT de Thionville-Gultz, que la démarche de la création d'un pôle métropolitain frontalier est en cours, et il nous faudra, après l'arrêté du préfet, c'est-à-dire après le 1er janvier 2019, désigner les 5 personnes qui représenteront la communauté de communes au sein de ce pôle transfrontalier. Et je reviendrai sur cette thématique le moment venu. Suivant l'urgence de la situation, on verra bien, et soit on attendra notre première réunion qui devrait être une première réflexion sur le débat d'orientation budgétaire, ou soit nous en provoquerons une si nous sommes les derniers à ne pas avoir désigné nos délégués afin de ne pas tout ralentir. On se verra peut-être. Voilà. Je vous rappelle qu'il fallait signer la feuille d'émargement. Je pense que c'est fait. Le quorum, de ce que je peux constater, est atteint. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Mathieu, je te remercie. Je tenais également à vous faire part des procurations en ma possession. Madame Cardet-Valéry a donné procuration à M. Maurice Lorenz. M. Hervé Groux a donné procuration à M. Bernard Zener. M. Vigneron-Olivier a donné procuration à M. Balcerzac Roland. M. Patrick Belly a donné procuration à Madame Katia Genet-Mincion. M. Conrad Justin a donné procuration à M. Jean-Marc Cocuy. M. Édouard Clément a donné procuration à M. Balesta. Madame Marie-Marc Butin a donné procuration à Michel Ergard. Et enfin, Rachel Zirovnik m'a donné procuration. Est-ce que quelqu'un d'autre serait en possession d'une procuration que je n'aurais pas? Donc, si vous voulez bien, nous allons aborder les différents points. Le point 1, c'est l'approbation de la séance du 25 septembre. Vous avez eu ce compte rendu. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je le considère approuvé. Le point 2 concerne des décisions que j'ai prises sur la période du 3 septembre au 29 octobre. Est-ce que dans ces décisions, certaines ont attiré votre attention? Oui, monsieur Bernard Zener. Sur
investigables. En fait, il y a une étude qui a été faite. Je voudrais savoir en fait quelle suite on donnera à cette étude, quelles questions va s'en occuper, sachant qu'au niveau voirie, on avait tout fléché pour finir en 2020, et comment tout ça va s'organiser ou pas à la fin du mandat 2020. Faites cette étude. Donc aujourd'hui, j'ai chargé pour l'instant quelqu'un d'une émission à travers la compétence tourisme et Patrick Belli à travers la compétence infrastructure de lancer cette consultation et de travailler en amont avec le bureau d'études. Dès que le bureau d'études aura matière, je leur demanderai de voir, soit pour inviter un représentant par commune sur cette thématique, ou une équipe qui aura envie de... Voilà, mais forcément, il y aura un retour et des temps de partage. Mais là, le bureau d'études, quelqu'un, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais le bureau d'études vient à peine d'être choisi. On a déjà eu un premier retour, mais c'était un petit peu un débriefing par rapport au cahier des charges. Donc on les a rencontrés, on a remis des orientations parce qu'ils n'avaient pas forcément bien compris tous les messages. Donc voilà, on a eu juste la première approche de recaler les choses, et maintenant je pense qu'ils vont aller plus en détail. Mais par exemple, c'était une de mes interventions lors de la réunion du SCOT. Aujourd'hui, c'est bien beau, on parle de mobilité, on parle de transport en commun, on parle de moyens, de modes de déplacement doux. Aujourd'hui, le SCOT, pour moi, est un document d'urbanisme. Et aujourd'hui, rien n'est fléché à travers le SCOT. Comment, demain, on va identifier des couloirs? Je veux dire, si demain, on veut faire des P+R, de la mobilité, du bus, il ne faut pas que nos bus tombent dans la file des travailleurs transfrontaliers le matin. Si à un moment donné, on n'arrive pas à les mettre sur des voies dédiées, plus personne ne prendra le bus. Il prend le bus. C'est aussi long que d'aller avec sa voiture perso, pour laquelle vous pouvez téléphoner avec votre petite main libre, etc., fumer pour ceux qui le veulent. Je veux dire, les gens ne vont pas aller dans des bus. Donc pour moi, il est important que le document d'urbanisme, qui est le SCOT, flèche aussi ces couloirs qui, demain, vont ramener nos travailleurs transfrontaliers vers le Luxembourg. D'ailleurs, dès que vous passez la frontière, les bus luxembourgeois ont des couloirs dédiés. Et il ne faut pas uniquement réfléchir à des couloirs dédiés sur la 3e voie de la 31. Je pense qu'à un moment donné, si on a des liaisons, et je vais parler pas au-delà de notre territoire, je vais prendre au départ de notre territoire, si on part demain de Étanges-Grandes, on veut aller à Mont-d'Or, si on part de Étanges-Grandes, on veut aller à Frisange pour accéder par là au Kirchberg, ou si on part de Étanges-Grandes pour aller vers Duflange, il faudra imaginer où ces transports puissent passer. S'ils sont arrêtés le matin dans la côte de Canfin, s'ils sont arrêtés dès Basrenchen en allant vers Frisange, ou s'ils sont arrêtés dès Bayronne pour aller vers Mont-d'Or, personne ne montera dans nos bus. Et pareil pour la réflexion pour les pistes cyclables. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait cette vision de couloir et de déplacement. Et je dirais que c'est la première chose même, avant d'imaginer ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment que cette loi sur la mobilité passe. Nous aurons officiellement la compétence. Et une des premières choses que nous devrons faire, ce sera de déterminer ces couloirs et ces lieux vers lesquels on va se déplacer et sur lesquels on mettra en place les autres moyens. Voilà, donc là, Bernard, pour répondre à ta question, ils démarrent, ils amorcent la pompe. Dès qu'ils sont à peu près pour faire pas un rendu, mais pour associer des gens au groupe de travail, ils reviendront vers nous.
Est-ce que sur cette décision, il y a une autre question? Pas de question, je vous remercie. Le point 3 concerne des décisions du bureau communautaire du 28 août. Avez-vous des questions? Pas de questions, je vous remercie. Le point 4 concerne des décisions du bureau communautaire du 18 septembre. Avez-vous des questions? Pas de questions, je vous remercie. Le point 5, des décisions du bureau communautaire du 16 octobre. Pas de questions, je vous remercie. Le point 6 concerne la complémentaire prévoyance. Et elle concerne l'attribution du marché et la fixation de la participation de l'employeur. De mémoire, la participation de l'employeur au niveau de la complémentaire prévoyance n'a pas bougé. Elle est restée à l'identique. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions? Je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point 7 concerne la complémentaire santé. Jusqu'à présent, il y avait un contrat de groupe. Ce contrat de groupe, pour moi, était le résultat du précédent contrat de groupe, qui était, le premier, c'était une usine à gaz. Le deuxième, c'était plus qu'une PME à gaz. De plus, beaucoup d'agents sollicitaient nos ressources humaines. Et quand on regardait, seulement 50% des agents avaient contractualisé une complémentaire. Donc j'ai proposé, lors de réunions avec le CT, en présence des représentants des syndicats, des élus, que nous arrêtons ce contrat de groupe et que nous soutenons l'ensemble du personnel qui prenait une complémentaire, mais une complémentaire labellisée. C'est quelque chose qui est prévu par la loi. Donc chacun des salariés, s'il a une complémentaire labellisée, il la discute lui-même et on apporte une aide. Et là aussi, j'ai dit, on va prendre plutôt en compte notre salarié et on ne va pas tenir compte de la famille. Par contre, on part sur une base qui permet à un salarié de chez nous de vraiment faire le choix d'aller prendre une complémentaire. Le danger, on parlait avant de la grogne sociale, on parlait de ces gens qui, je veux dire, on ne peut pas, quand on est la communauté de communes de Catin, ne pas anticiper ça. Et donc aujourd'hui, la part qui vous est proposée de voter pour chacun des employés, est-ce que cela représente à la fin du contrat précédent? C'est-à-dire qu'auparavant, on avait une aide de 29-30 € par salarié, et donc aujourd'hui, pour un salarié moins de 30 ans, il vous est proposé un plafond de 35 €. Pour un agent de 30 à 50 ans, un plafond de 65 €, et plus de 50 ans, un plafond de 100 €. Le danger, c'est que les petits salaires, ceux qui gagnent, vous connaissez tous les salaires de la fonction publique territoriale, fassent l'économie de la complémentaire. Avec ce système, il y a quand même beaucoup de chances que chacun prenne une complémentaire. Voilà. Oui, ça va nous faire une augmentation et
et je suis franc, et je le dis, ça va faire une augmentation de 100 000 € de participation de la communauté. Si tous les salariés la prennent, et j'espère qu'ils la prendront. Je pense que quand on est sur des budgets sur un budget général et global de 100 millions d'euros, on peut mettre 150 000 € pour le personnel pour qu'ils accèdent chacun à une complémentaire. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions sur cette thématique? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour eux de votre décision et je leur ferai part de la belle unanimité sur cette thématique. Nous voilà arrivés dans un ensemble de délibérations concernant la piscine de Breistroff. Donc, la première délibération concerne le fait de proposer à l'ensemble du personnel aujourd'hui salariés à la piscine de les reprendre. Donc aujourd'hui, Olivier, alors moi je les avais rencontrés tout de suite après notre conseil communautaire, je ne voulais pas qu'ils découvrent par la presse notre décision et donc j'étais désinformé. Olivier les a rencontrés entre-temps. On a un ensemble de collaborateurs de la piscine qui nous ont déjà répondu par écrit. Nous disons bien entendu qu'ils veulent continuer l'aventure avec nous. Et on a encore une rencontre à faire avec Roland Belserzac et Olivier, avec les maîtres nageurs, réunion qui se tiendra mercredi prochain. Ce qui est également frappant, c'est, a priori, il y avait du mal à trouver des maîtres nageurs. Depuis que la presse et le Républicain Lorrain a fait écho de notre décision, nous avons au moins rentré 3, 4, voire 5 CV de maîtres nageurs qui nous ont dit que notre projet et la reprise en régie les intéressaient et qu'ils étaient prêts à vouloir venir travailler avec nous. Voilà. Donc, on devrait formaliser, je pense, la semaine prochaine, et après une discussion avec les maîtres nageurs. Vous savez que dans le cadre de la profession qui aujourd'hui, lorsque c'est du privé qui exerce, il y a des fois des spécialités ou des accords qui sont un peu donnés aux maîtres nageurs. Donc nous allons voir avec eux, nous allons exprimer un peu notre position, les écouter d'abord bien sûr, et ensuite exprimer notre position et leur dire qu'est-ce qui est compatible à notre sens, nous élus, avec une gestion de ce site en régie publique. En tous les cas, aujourd'hui, la porte est ouverte à tous les collaborateurs actuels de la piscine. Est-ce que quelqu'un, ou est-ce que Roland, tu veux rajouter quelque chose, ou est-ce que quelqu'un a des questions? On a fait également une visite technique du site. Avec, également, il y avait Roland, il y avait nos services techniques. On a recensé déjà un certain nombre de problèmes. Des fuites importantes à certains endroits de bassin et autres. Dès janvier, il va y avoir des études, même des études costauds, pour savoir si tout est OK. On ne voudrait pas que le lendemain où elle soit en régie intercommunautaire, un accident ou des choses. Donc on va faire un état des lieux, grandeur nature, etc., pour savoir si ces fuites sont que dues à des problèmes d'étanchéité ou autres, et ainsi de suite. Donc normalement, on devrait intervenir en janvier. Déjà 2 qui sont venus voir déjà.
Il y en a déjà 2 qui sont venus pour faire un devis. Oui, une ce matin et une la semaine dernière. Voilà. Donc on a déjà démarré les choses et les services sont déjà au travail afin que la reprise se fasse dans de bonnes conditions et qu'on puisse garantir à nos clients, à nos abonnés, et je peux déjà dire à nos abonnés et nos clients, même si c'est que dans quelques jours, la meilleure continuité de service. Un huissier, alors pas parce que vous n'ayez pas peur qu'on le dise à l'huissier, c'est juste la procédure, sera sur le site le 31 décembre, où le constat sera fait en présence des gens de la société Espace. Voilà. Donc aujourd'hui, les choses avancent et nous devons rencontrer encore la société Espace. D'abord, j'ai demandé à ce que ce soit les services techniques qui la reçoivent pour voir où on en est, parce que vous savez que dans les contrats de ce type-là, il y a un certain nombre de droits, de devoirs et d'obligations pour les uns et pour les autres. Donc déjà, de débourrer tout ça, et nous, élus, nous interviendrons dans un temps. Voilà, donc sur ce rapport-là, concernant la reprise du personnel, si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point 9, vous avez dans les pièces annexes un pavé, un premier pavé, qui était le règlement intérieur. Je pense que vous en avez pris tous connaissance. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point 10 concerne un autre gros pavé, qui est le plan d'organisation de la surveillance et des secours. Mais alors, et je le dis parce que notre ami Bernard nous a interpellé sur une question, forcément, par rapport au risque de la centrale, on a plus ou moins insérer la chose, mais c'est surtout le plan concernant la piscine. C'est-à-dire, voilà, d'un incident ou d'un accident qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Hein, c'est pas un peu comme les grands plans de prévention qu'on doit faire et qu'on doit tous avoir dans nos communes lorsqu'il se passe quelque chose. Mais effectivement, on doit attirer aussi l'attention pour qu'on soit bien sûr de bien repréciser aux salariés ce qu'ils doivent faire en cas d'alerte de la centrale, bien fermer les fenêtres, mettre les gens dans des espaces. Et on devra d'ailleurs, Thomas, on devra s'assurer aussi que ces espaces existent. Parce que d'avoir des belles grandes verrières, il faut qu'elles soient aussi, je dirais, plus ou moins hermétiques. Donc il faudra aussi qu'on s'assure que notre population soit en sécurité dans notre bâtiment. Est-ce que, après avoir lu ce point 10, qui était également en annexe, est-ce que quelqu'un a des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 11, on va le retrouver régulièrement. Vous vous souvenez qu'à la petite Carcassonne, dès qu'on voulait vendre un produit, il fallait une délibération pour un prix. Donc là, on a repris ce qui se faisait actuellement. Le but étant de nous-mêmes nous habituer au fonctionnement de la piscine. Voilà. Je pense qu'on devra faire un point au mois de juin. J'espère que dans cette liste de prix, on pourra répondre à toutes les questions, aux sollicitations. Sinon, il faut qu'on redélibère au fur et à mesure. On a essayé de faire au mieux, on a supprimé certaines choses qui étaient vendues auparavant, pour le
dis c'est pas le travail de la communauté de communes de le faire. On a gardé, je ne sais pas si c'est dans ces prix-là, mais on gardera quand même, non c'est via un distributeur. On permettra que le distributeur qui actuellement reste, vous savez, c'est un distributeur, quelqu'un qui viendrait à la piscine, qui aurait oublié son maillot de bain, peut via le distributeur, et ben, au moins récupérer un maillot de bain ou un maillot de bain ou des choses de ce type. Certains, s'ils ont fait des kilomètres, s'ils sont en vacances dans le coin, c'est un peu bête d'arriver d'un coup à Boust, à Maestroff, et de pas aller. Et comme on n'a pas prévu encore de journée ou de soirée complètement déshabillée, donc il faudra quand même. Et donc ce distributeur existant pourra au moins se maintenir dans un premier temps. J'ai demandé également, on avait eu une discussion pendant sur le site, j'ai demandé à Katia Génération, au tourisme et tout ça, de regarder comment on pourrait valoriser les abords du site. Même avec de l'hébergement, comment dire, genre des cabanes et autres. On avait parlé avec Roland quand on était sur place. J'en ai parlé avec Katia Génération, et donc ils vont essayer de l'hébergement insolite. Et donc ils vont regarder un peu si on pourrait développer des choses autour de ce site, pour lui donner aussi une dimension encore plus attractive. Donc est-ce que quelqu'un a des questions sur les tarifs? Oui. Oui, juste une question par rapport au cours de natation particulier, parce qu'il n'est pas possible d'avoir aussi un forfait pour les gens qui font 10 heures ou 15 heures pour les enfants. Parce que sinon, ça fait pas un petit peu cher. Alors, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que quelques maîtres nageurs ont des micro-entreprises. Et que quelques maîtres nageurs donnent des cours de maître. Forcément, là on est sur des pratiques qui ne matchent pas avec le fonctionnement d'une piscine régie par une collectivité comme nous. Donc là on a mis un tarif pour pouvoir démarrer et amorcer la pompe. C'est ce que je vous disais avant, on n'a pas forcément tous les tarifs, on n'a pas forcément le bon tarif, mais on a voulu au moins pouvoir proposer quelque chose, et quand on regarde 10 euros, c'est pas... je crois que c'est 10 euros le... Ah, 15 euros, pardon, oui. Donc, voilà, on s'est posé la question quand on a lu les rapports aussi au bureau, mais on sait d'avance qu'on n'aura pas toutes les réponses à tous les cas. Par contre, si quelqu'un veut prendre un cours, à travers déjà ce premier prix, on pourra faire en sorte qu'il en ait un. Mais bien sûr, on va devoir étoffer dans la durée notre gamme d'abonnements, notre gamme de tarifs, etc., etc. Mais on devrait y revenir, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai participé la semaine dernière au CA de l'association des femmes handicapées, auquel le président m'a posé quelques questions par rapport au fonctionnement, puisqu'ils sont utilisateurs de la piscine et qu'ils n'ont pas de convention. Je voulais savoir, donc, quand la piscine serait enregistrée, comment leur assurance pourrait continuer à fonctionner. Et notamment des questions sur des questions de surveillance, parce qu'actuellement, ils étaient obligés de prendre des surveillants en bord de piscine, mais ils avaient des personnages formés. Donc voilà, j'essaie de répondre à cette question. Et notamment aussi une question concernant le fonctionnement de la cafétéria qui existait. Et est-ce qu'elle sera reprise? Alors, je vais répondre à la cafétéria. Ensuite, Roland est quand même très en contact avec les associations et forcément, je pense que dans le timing, il va aller les rencontrer au fur et à mesure que les choses se précisent. La cafétéria, si vous voulez mon point de
bonne expérience, on ne va pas refaire l'expérience deux fois, étant donné qu'aujourd'hui, on a le résultat de ce type d'expérience. Gérer ce type d'endroit de collectivité comme la nôtre, c'est juste à oublier, on perdra toujours de l'argent. Par contre, ce point-là est sympa. On pense qu'un ensemble de choses, et si Roland pourra préciser peut-être un peu les échanges qu'on a eus lors de la visite, mais on pense que l'espace forme, qu'un certain nombre de choses doivent être revisitées, réorganisées, peuvent être même développées. Donc voilà, il n'y aura plus de cafétéria, genre mini restaurant à toute heure, etc. Ça c'est certain, on perd trop d'argent dans un fonctionnement de ce type. Et une piscine en règle générale, c'est déjà quelque chose qui coûte. Ne rajoutons pas des choses là-dedans qu'on sait qu'ils ne fonctionnent pas avec les obligations légales que nous avons dans le cadre des 35 heures et autres. Par contre, je vous dis, il faudra qu'on repense certaines choses, et donc ce point-là pourra être peut-être sympathique pour peut-être boire un verre, mais dans le cadre d'une activité bien définie. Aujourd'hui, tout est ouvert. Hein, on n'a fait que visiter, des idées ont fusé. Aujourd'hui, vous avez une salle de sport, et Roland le faisait remarquer, où vous n'avez pas un professionnel qui est là pour accompagner les gens dans le cadre d'une remise en forme. Donc vous les laissez manier de la fonte, peut-être en faisant des faux mouvements, des mauvais mouvements, où ils vont se casser le dos. Donc tout ça, il va falloir le repenser. Et donc là, il faut qu'on y réfléchisse. Après, pour répondre directement sur les conventions et autres, je ne sais pas, ça marchera de la même manière que l'utilisation de nos gymnases. Aujourd'hui, nous avons des clubs qui vont dans des locaux qui s'appellent des gymnases, qui ne sont pas des piscines, mais le principe de base, c'est la même chose. Se posera la question de la surveillance, mais aujourd'hui, tout ça, on n'a pas, c'est un peu prématuré. Il faut qu'on nous laisse un peu de temps, parce que hormis le DGS, Olivier, qui avait une piscine dans l'ancienne collectivité dans laquelle il était, aucun de nous n'a eu à gérer ce type d'endroit, ni les services techniques, ni les services administratifs, ni nous élus. Je pense qu'on a un beau challenge, il faut juste qu'on en prenne la dimension. Oui. La question était surtout, en fait, vous avez une association, enfin, vous avez une centaine d'adhérents qui se projettent sur les activités de l'année prochaine. Ils avaient des habitudes de travail, ils avaient des locaux qui étaient mis à disposition pour faire de la formation. Ils sont assez, je les comprends, ils sont assez inquiets de savoir si demain leur association va pouvoir continuer à fonctionner comme ils l'ont connu jusqu'à maintenant. Je vais passer la parole à Roland. Une association qui, sur notre territoire, serait inquiet dans le cadre avec un partenariat avec la CCE, moi je dis qu'ils ont des problèmes. C'est pas ça, ils étaient inquiets de savoir dans quelles conditions ils allaient pouvoir continuer à construire. Déjà, prioritairement, et on prévoit je suis entièrement d'accord avec les propos du président de Michel Fatcho, qui me plus loin. Il était temps qu'on la reprenne. Vu la visite que j'ai pu faire, il était temps qu'on la reprenne. Il était temps qu'on la reprenne. Concernant les objectifs de ce bassin, il y a plein. Je suis content d'entendre parler de l'habitat, des possibilités qui sont offertes, parce que je crois que ce site a du potentiel. Mais il faut effectivement un peu faire jaillir les idées pour capter un public et peut-être aussi un public de transit sur notre secteur et sur notre territoire. Concernant les associations, l'association en question, on l'a déjà reçue. Je dirais que on l'a sauvée à un moment, puisque ces relations étaient complexes avec Espace,
et que, au regard justement des contraintes financières que le gérant demandait au club, nous sommes venus, nous avons réévalué leur subvention, nous avons témoigné d'un soutien avec des objectifs à chaque moment. Là, il était inutile pour l'instant de reprendre un contact ou quoi que ce soit. Il était d'abord important de valider la transition et la reprise de compétences. Et bien évidemment, on va les revoir là. Ils doivent savoir quand même que s'ils existent encore, c'est parce que justement la communauté de communes a toujours été présente. Ils n'ont pas lieu de se faire de grands soucis. Et je crois que, mais bon, effectivement, ce que j'entends, c'est qu'il faut les rassurer. Donc je vais faire la démarche pour les rassurer. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur la piscine? Plus de réaction? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 12 concerne toujours la piscine. Notamment, vous savez qu'à l'intérieur, il y a une cellule dite de bien-être qui est aujourd'hui louée à une esthéticienne. Bien entendu, le but était et est de pouvoir lui permettre de continuer à exercer son activité et à rencontrer ses clients. Donc nous l'avons rencontrée, nous avons évoqué avec elle un loyer mensuel de 200 €. Aujourd'hui, ça nous convient. Nous, dans un premier temps, ça nous convient aussi, je dirais. Et donc, c'est ce rapport qui vous est soumis. Est-ce que vous avez des questions dessus? Pour ceux qui se poseraient la question, aujourd'hui, elle payait au délégataire un pourcentage de son chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça pouvait fluctuer d'une année sur l'autre. Là, on a fixé une base de 200 € mensuels. Donc s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 13 concerne quelques modifications de notre règlement intérieur. Le premier concerne l'instauration du travail à temps partiel. Alors, auparavant, nous en avions, mais à chaque fois que nous avions un salarié qui disait « moi je veux travailler à 65%, on avait une délibération à 65%. Puis le suivant venait et disait « moi je veux travailler à 82%. Alors il fallait reprendre une délibération à 82%. Donc là, première modification, on instaure la possibilité de temps partiel entre 50 et 99%. De cette manière-là, on n'a plus besoin d'y revenir. Le point B concerne des modifications, notamment pour les agents du service des ordures ménagères. Légalement, pour bénéficier des tickets repas, il faut qu'une pause repas soit inscrite dans un temps de journée ou au milieu d'un temps de journée, c'est-à-dire vous travaillez, vous arrêtez, vous retravaillez. Dans notre règlement précédent, ce n'était pas tout à fait le cas. La pause repas arrivait en fin de journée, à la personne travaillait, et je vais dire n'importe quoi, la pause repas était écrite à 12h30, et bien souvent, midi et demi, partaient du coup, ils avaient fini leur journée. Et légalement, pour qu'ils puissent bénéficier des tickets repas, il faut qu'il y ait un temps de travail avant, un temps de travail après. Donc c'est simplement dans notre règlement intérieur réactualiser ça. Le point 2 concerne la reprise du personnel, notamment de la piscine, et donc d'y adapter un peu tous les horaires de travail, les temps partiels, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce règlement?
est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point 14 concerne la convention que nous avons avec Moselle Attractivité. La contribution financière de la CCCE est fixée, comme pour toutes les collectivités, à 1,50 € par habitant. Et donc ce rapport, c'est simplement d'acter le versement de notre contribution à hauteur de 1,50 € par habitant. Est-ce que quelqu'un a des questions? Quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Vous avez le point 15. Vous aviez une annexe concernant les aides indirectes qui sont attribuées aux associations par la CCE pour l'année 2018. Donc vous aviez l'ensemble de ces aides qui, légalement, nous avons pour mission de les acter. Voilà. On ne le faisait pas jusqu'à présent. Olivier et les services ont conseillé de le faire parce que c'est comme ça que ça doit être fait. Donc on a relisté un peu ce que chaque association pouvait bénéficier. Donc, ça va de la mise à disposition d'équipements, de matériel, du gymnase, etc. Vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 16 concerne le rapport annuel d'activité 2017 de la communauté de communes de Cattenom et environ. Là aussi, vous aviez un sacré pavé. Je pense que vous l'avez tous lu. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? S'il n'y a pas de questions, je vous demande de bien pouvoir en prendre acte et je me permets de remercier l'ensemble des services qui ont contribué à la mise en place de ce rapport d'activité. Le service institutionnel, je crois que la com a participé un tout petit peu ou plus du tout sur la fin, à ma demande. Hein. Et donc c'est quasiment Antoinette qui l'a porté avec sa collègue Zarin et Olivier. Moi très peu, et puis Manon l'a porté aussi. Donc merci à vous parce que c'est des gros pavés et c'est pas toujours simple de les faire. En tous les cas maintenant depuis 2 ans on est en conformité, on fait ce compte rendu et il est devenu à notre disposition. Nous avons le point 17. Nous avons obligation de mettre en place un conseil de développement. Donc ce soir, je voudrais juste qu'on acte quelques règles, c'est-à-dire forcément de le mettre en place, mais on est obligé, c'est la loi, dès qu'on a plus de 20 000 habitants, c'est obligatoire. D'acter que la composition du collège territorial interviendra dans un second temps. Pourquoi? Parce que je me permettrai de revenir vers chacune et chacun d'entre vous, parce que nous devrons, dans ce collège-là, aussi faire participer des forces vives du territoire, des entreprises, des associations, afin que ce conseil de développement puisse à chaque fois être saisi en amont et donner des avis sur l'ensemble de nos décisions. Et d'acter en 3e point que forcément le règlement de fonctionnement sera élaboré ultérieurement. Voilà, que le principal de ce rapport, c'est de dire ok, ça y est, on va le mettre en place. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, nous passons
Le point numéro 18 a pour objet la décision modificative numéro 2 de l'exercice 2018 et concerne le budget général. Donc la décision modificative numéro 2 s'équilibre en dépenses et en recettes sur la vue à hauteur de 87 224 € pour la section de fonctionnement et à la hauteur de 145 000 € pour la section d'investissement. Dans le détail, pas vous passer le détail, mais les grands points. En section de fonctionnement, l'ajustement des crédits s'explique par l'augmentation de crédits, principalement pour l'entretien des loyers des communes membres, les carburants pour les véhicules des ordures ménagères, l'électricité, etc. Cette section est équilibrée par la diminution des dépenses attribuées et par l'inscription de recettes qui proviennent de remboursements pour le personnel, la CPN, l'assurance et une régularisation des coûts de traitement pour 2017 du CIDE. Concernant la section d'investissement, qui s'équilibre en recettes et en dépenses avec 145 000 €, l'ajustement des crédits s'explique par l'augmentation de crédits principalement pour les travaux de réseau sur les eaux pluviales, pour les travaux de maîtrise d'ouvrage délégués, pour les travaux de mise aux normes, accessibilité des bâtiments, pour les travaux à la mer, l'achat de véhicules pour le service technique. Des régularisations d'articles budgétaires n'ayant aucune incidence financière, notamment pour le GEMAPI, répartition de l'enveloppe financière prévue au chapitre 21 vers le chapitre 20 et 23, et inscription des dépenses et recettes relatives à la cuisine centrale, qui permet de récupérer la TVA via la voie fiscale, inéligible au FCTVA. Et l'ajustement de crédit s'explique aussi par les ajustements de crédit pour les travaux qualitatifs de voirie qui ne viennent pas augmenter l'enveloppe de cette autorisation de programme, en particulier concernant la PU. Et l'équilibre de cette section s'obtient par la diminution des dépenses imprévues, la diminution de certains postes de dépenses, et par l'inscription de recettes provenant de la maîtrise d'ouvrage délégué, de forme de voirie, et la régularisation pour la cuisine centrale. Est-ce que vous avez des questions sur cette DM? Si je ne me trompe pas, c'est la première DM de l'année. À la deuxième. C'est pas mal. Si vous n'avez pas de questions, vous passez au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Michel, après le budget, l'assainissement. Décision modificative numéro 2, c'est le point numéro 19. Donc, cette décision modificative numéro 2 de l'assainissement collectif s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 37 175,72 € fonctionnement et à hauteur de 48 000 € pour la section d'investissement. En section de fonctionnement, l'ajustement des crédits s'explique par l'inscription de dépenses et de recettes qui proviennent essentiellement de régularisation des amortissements, des immobilisations et des recettes. Et pour la section d'investissement, l'ajustement des crédits s'explique par l'inscription de dépenses et de recettes provenant essentiellement de régularisation des amortissements, des immobilisations et des recettes. Ce sont deux sujets tout à fait pareils et identiques. Vous avez des questions sur cette DM numéro 2 du budget assainissement? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 20 concerne l'attribution de fonds de concours communautaires. Ça concerne la nouvelle enveloppe. C'est l'avenant numéro 2 qui a été voté par délibération numéro 21 en date du 16 juin 2018. Donc plusieurs dossiers ont été déposés et analysés. Donc tous ces dossiers ont été déclarés conformes aux conditions d'éligibilité et ils sont complets et ils sont détaillés dans le tableau qui vous a été remis. Mais alors, moi je me rappelle un peu nos procédures en interne. Vous savez que pour que vous ayez des rapports en temps et en
essayer de remettre des rapports sur table et à chaque fois qu'on pourra le faire, on le fera. Et ça veut dire que moi je vous invite, vu que vous avez le planning de nos réunions, de nos conseils communautaires, à faire bien vos demandes et à organiser vos secrétariats pour qu'on ait l'ensemble des papiers suffisamment en amont. Vous pouvez, on ne peut pas, et je ne peux pas demander au service de travailler tout le temps dans l'urgence. On peut le faire comme ça pour dépanner, pour avancer, mais et donc pour que vous ayez vos rapports communautaires, il y a un délai moins d'une semaine, il faut que ça soit vu en bureau. Donc vous remontez aussi d'une semaine, voire de 15 jours. Il faut laisser le temps aux services et institutionnels et finances, dont il s'agit de fonds de concours, de pouvoir traiter, regarder si votre dossier... Et donc, voilà, en gros, il faudrait que entre 8 et 6 semaines, dernier quart avant la date d'un conseil communautaire, on arrive à avoir un maximum de choses. Je vous l'ai dit, à chaque fois, s'il faudra faire des choses dans l'urgence, on l'a déjà fait. À chaque fois que ça rendra service aux communes, on essayera de le faire, mais essayons de retenir que la règle se situe plutôt là. Sinon, on aura toujours tout le temps tous les services qui seront en train de travailler dans le temps. Est-ce que vous avez des questions sur ces fonds de concours? Pas de questions, on peut passer au vote. C'est la consommation des enveloppes individuelles de chaque commune. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et le point suivant. Donc, le point 21 a pour objet l'autorisation du programme numéro 1, renforcement des réseaux. Concernant l'augmentation du montant global de cette autorisation de programme et l'augmentation du crédit de paiement 2018. Donc il faut procéder à des ajustements au niveau des autorisations de programme numéro 1 et numéro 4. Pour l'autorisation de programme numéro 1, on verra sur le BICC. Donc il est nécessaire d'augmenter de 18 000 €. C'est le montant global de l'autorisation de programme numéro 1 et d'augmenter le crédit de paiement 2018 à hauteur de 215 257,67 €. Voilà, c'est une bonne nouvelle. 2018 se termine l'enfouissement des réseaux sur BICC. C'était une enveloppe, je le rappelle, qui était au départ actée de 10 millions d'euros, d'un peu plus de 10 millions d'euros. Et donc, voilà, le programme se termine. Les engagements et les promesses, à la fois les miennes envers vous et pour beaucoup d'entre vous envers vos habitants, seront tenus dans ce domaine-là. Mais ce sera également pareil sur la voirie d'intérêt communal. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 22 a pour objet l'approbation des attributions de compensation 2018. Donc, suite à l'intégration du transfert de charge de la compétence gestion des eaux fluviales urbaines à l'actualisation des données. Je vous rappelle que le 25 septembre 2018, vous avez voté favorablement sur la prise en compétence de la gestion des eaux fluviales urbaines. La CLEC s'est réunie pour l'évaluation du transfert de charge et pour statuer sur les éléments et mettre à jour les données des attributions de compensation. Aucun transfert de charge n'a été retenu par la CLEC en lien avec cette nouvelle compétence communautaire, qui est conforme à une procédure dérogatoire sur la base du procès verbal qui a été localisé par la CLEC et annexé à l'ordre de la délibération. Celle-ci propose au Conseil communautaire d'adapter les attributions de compensation pour l'année 2018. Vous avez le tableau qui suit, donc des compensations négatives et des compensations positives. Donc voilà, Michel a dit un mot très important. C'est un système dérogatoire. Donc, il suffirait qu'ils prennent l'envie malheureux à une seule commune, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande,
de voter contre, on devrait tous payer la contribution au plus gain. Donc, relisez bien vos délibérations, regardez bien sur comment vous allez vous prononcer là-dessus, quand on connaît quand même l'impact positif que va avoir sur vos budgets, sur nos budgets, le transfert de la compétence au plus gain, sans transférer aucune charge. Donc voilà, mais je rappelle bien, c'est un système dérogatoire. Donc toutes les communes vont devoir délibérer. Vous allez avoir un exemple de délibération avec un courrier d'accompagnement. Mais voilà, il faut que tous nous délibérons dans le même sens. Une commune délibère dans l'autre sens, on doit payer la contribution au plus. Est-ce que vous avez des questions sur ce point qui a été évoqué en réunion des maires, qui a été évoqué à la CLEC? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 23. Oui, oui. Ça concerne l'assujettissement à la TVA sur le budget principal et principalement pour les cellules hôtels d'entreprise territoire France. Vous savez que le comité de commune peut récupérer la TVA sur les acquisitions, les travaux d'aménagement qu'il a réalisés sur le bâtiment des autres entreprises. Donc, le comité de commune a fait l'acquisition du bâtiment Lidl situé sur la commune des Anges. Sur ce bâtiment, elle a entrepris des travaux de rénovation et d'aménagement, et ce bâtiment comprend plusieurs cellules qui sont destinées à être louées pour des usages professionnels. Donc, normalement, si la location d'immeubles lus à usage professionnel par les collectivités territoriales sont exonérées de TVA. Mais elles peuvent être imposées sur option selon l'article du Code général des impôts, en sachant que le local ne doit pas être destiné à l'habitation et doit être utilisé pour les besoins de l'activité du preneur. Donc le comité de commune vous propose d'opter pour l'assujettissement à la TVA des locaux situés à la maison des entreprises avec Orgeron. Ça permettra donc de récupérer la TVA sur les travaux et l'acquisition, les acquisitions. Donc ces derniers ne sont pas éligibles au FCTVA. En revanche, sur les loyers perçus, la communauté de commune devra s'acquitter d'une TVA, ce qui est bien normal, puisque la TVA s'applique aussi bien sur les recettes que sur les dépenses. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport technique, financier? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Permettez-moi de vous parler du point numéro 24, qui est donc le rapport qui vous a été remis sur l'ordre du DOB. Nous avons fléché pour l'année 2018 un soutien à l'IUT en hauteur de 30 000 euros. Donc l'IUT, et je remercie Madame la Présidente de m'avoir emmené sur le site dernièrement. Je pense que nous allons organiser, enfin elle va organiser une visite peut-être pour l'ensemble des élus. Ça vaut le coup d'aller découvrir cet endroit et le travail qui est fait. Et donc, il semblait important, aujourd'hui, ils ont une personne qui fait une thèse sur l'agriculture. Et donc, sa thèse se termine, mais il y a une mission complémentaire. Et donc, il vous est proposé ce soir, à travers ce rapport, de soutenir les recherches dans le domaine de l'apiculture par cette thèse-là. Je lui ai demandé de prendre aussi contact avec l'association du boucher des Avonies, de venir un peu sur site, voir un peu ce que nous faisons dans le domaine, de voir un peu nos abeilles et si besoin en été d'en prélever certaines pour pouvoir travailler dessus et les examiner. Voilà, donc ce soir, il voulait demander d'attribuer à ce travail ce que nous avons fléché au DOB,
L'IUT a d'autres projets pour 2019 et dans un autre domaine sur lequel aujourd'hui la communauté de communes et deux de ces communes travaillent, c'est-à-dire l'éolien. Et donc nous pourrions en 2019 aller soutenir ou porter un projet dans le domaine de l'éolien. Je crois que, en tous les cas, moi j'ai pris conscience de ce qui était fait, de ce qui pouvait être fait à 2 pas de chez nous, sur notre territoire. C'est aussi permettre à des jeunes de poursuivre leurs études, non seulement ça, mais c'est aussi de donner à notre pays l'opportunité de former ces chercheurs de demain. Et je crois que c'est important. Lorsqu'on a, il faut juste savoir, à titre d'exemple, c'est sûr, ils sont plus gros si on parle en nombre d'habitants, mais une communauté d'agglos comme Thionville, Port-de-France, apporte quasiment tous les ans 100 000 € sur le site de l'IUT, sur différents projets qui sont soutenus. Je pense qu'entre Thionville et nous, si on ne se battra pas au niveau des habitants, financièrement, on peut se battre. Et par contre, regardez comment, après-demain, on pourra continuer de soutenir le projet de l'IUT. On a tous des jeunes de nos villages qui y sont peut-être passés. Et je crois que c'est une vraie expérience pour la recherche. Et comme je le disais, on forme les chercheurs de demain. Madame la présidente de l'IUT, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Donc oui, c'est vrai, aujourd'hui, Thionville a une forte participation, mais le Val-de-Fensch aussi, qui travaille et qui participe à la recherche via la dépollution des friches industrielles, qui est aussi un autre domaine du département génie-biologie. Et moi, ce que je trouve très bien, c'est qu'aujourd'hui, Thionville se concentre sur le département technique de commercialisation, avec un gros programme qui s'est mis en place, qui est au cœur de ville, je crois, c'est l'opération de l'État, où ils ont fléché 60 000 € via la licence e-commerce. Le Val-de-Fensch travaille sur la dépollution. Nous vous proposons de travailler sur les problèmes de pollinisation qui sont très sérieux. Et il restera donc tout ce qui est effectivement rattaché au département génie industriel et maintenance, donc sur l'éolien. Mais c'est vrai qu'après avoir échangé, nous, on n'est pas encore tout à fait prêts, mais ça peut être un département qui nous intéresse aussi, dans ce qu'on peut avoir à échanger avec nous. Il y aura d'autres projets parce qu'avec Génie Biologie, on peut travailler aussi avec GEMAPI et sur nos cours d'eau, puisqu'il faut aussi beaucoup d'analyse. Donc c'est vraiment un vrai partenariat, et même si chaque année on peut se dire que sur le nombre d'étudiants de notre territoire, on a peut-être 5%, ça ne représente pas grand-chose, mais tout ce qui est fait en recherche impacte nos territoires puisque c'est fait directement chez nous, avec des publications mondiales, ce qui est très important, ce que vous expliquez les chercheurs. C'est vrai que c'est un domaine très particulier, donc c'est intéressant de s'y pencher. Donc voilà, donc dans tous les cas, je vous remercie par avance. Alors, il n'y a pas seulement des collectivités, mais avec mon ami, si mon ami Joseph va faire un salon, il fera comme moi la découverte que, par exemple, des grandes entreprises comme la SME donnent régulièrement du matériel pour équiper l'endroit là-haut. J'en ai reconnu quelques-uns qui ressemblaient étrangement à ceux que j'avais connus sur le site de Trèves. Voilà, donc si quelqu'un a des questions, sinon quelqu'un, tu ne prendras pas part au vote, de par ta double casquette. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Nous voilà arrivés au divers. Est-ce que quelqu'un a des questions particulières? Si on n'a pas, il devrait au moins y en avoir une. Qu'est-ce que vous nous avez donné avant? Donc, ce que vous avez reçu, c'est une BIMS 4. Le but étant de pouvoir amplifier notre... Non, mais la vote, c'est M. Daniel François qui l'a envoyé. Le but étant de pouvoir communiquer plus vite et mieux. C'est-à-dire qu'une fois que vous
vous êtes rentré sur ce système, vous pourrez recevoir ce qu'on appelle des push. C'est ça, hein, des notifications. Et donc, à partir de là, la communauté de communes pourra vous faire ou des rappels d'événementiels ou des informations via SMS, pour parler plus précisément, sur des problématiques de routes coupées, de travaux, etc. etc. Il faut juste être doté d'un smartphone, voilà, de manière à pouvoir lire le code barre à la base. Et si vous voulez de plus amples renseignements, je vous invite à vous adresser à M. Daniel François. Donc aujourd'hui, la communauté de communes, on en a pris 4000, le but étant de faire un vrai réseau et un réseau fort pour que ça marche. Donc, il en sera offert quelques-unes aux vœux. On en remettra au prorata un peu de population par commune pour que vous puissiez aussi les distribuer dans la commune. Ce qui est important, c'est de rapidement faire un maillage. Et si on arrive à faire ce maillage, et si on est satisfait du résultat que donnent ces 4000 premières cartes, le but, c'est d'essayer d'en avoir une par foyer. Si on arrive à en avoir une par foyer, si ça fonctionne bien, on pourra communiquer rapidement avec nos habitants. Et on peut faire également des groupes d'échange, même entre nous. Donc ceux qui l'auront activé auront peut-être vendredi soir un petit rappel, comme quoi il y a l'inauguration d'un step samedi matin à 11h. En tous les cas, nous voilà au bout de ce dernier conseil de l'année. Je vous souhaite déjà un peu en avance de passer de bonnes fêtes, de vous reposer et de profiter de vos familles.